Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène sur un champ de bataille particulier qui se trouve chez nos amis anglais, dont l'histoire a été marquée par la guerre des Deux Roses, grand moment d'affrontement de 1455 à 1485 sur fond de guerre civile, les batailles et les complots faisaient rage. Bien que certaines dates et chiffres soient toujours discutés, cette vidéo vous permettra de comprendre cet événement important. Direction le site de Towton en Angleterre. 1461. Le matin du dimanche des Rameaux, un 29 mars, la bataille de Towton débute avec environ 50 000 hommes prêts à en découdre dans la neige et dans des conditions rudes d'humidité et de terrain. Ce matin-là, le lever du jour signera le début de la bataille la plus meurtrière sur le sol anglais. On retrouve la maison de Lancastre, représentée par la rose rouge, et la maison d'York, symbolisée par la rose blanche. Les deux se battent déjà depuis 6 ans. À cette époque, la maison de Lancastre est dirigée par Henri VI d'Angleterre, qui est alors roi, mais il est considéré comme dirigé par sa femme Marguerite d'Anjou. Sa vie, pleine de rebondissements, de complots et de mise en cellule, s'avère prendre un nouveau tournant suite à la bataille de Towton. En face, le ténébreux et plutôt bel homme pour l'époque, Édouard IV, âgé de 19 ans, est à la tête de la maison d'York. Ce matin du dimanche des Rameaux signe la bataille qui va changer le cours de la guerre des Deux Roses. La zone de combat est connue depuis 1461 et l'histoire s'est transmise de génération en génération, appuyée par les récits dont certains ont été écrits plus de 70 ans après la bataille. On a donc une zone définie et étendue dans un champ bordé de routes, de 2 bois qui vont être stratégiques et d'une rivière. La maison de Lancastre, dirigée par Henri VI, part de la ville de York, où il s'est retranché avec sa femme afin d'empêcher toute avancée vers le nord de l'armée de la maison d'York. Les hommes de la maison de Lancastre, chargés de gérer les armées sur place pour la bataille, vont positionner des groupes, et en particulier un groupe de lanciers dans le bois de Castle Hill Wood. Venant du sud, Édouard IV et ses soldats marchent en direction de York depuis plusieurs jours. Malgré les conditions météorologiques, son armée avance plus motivée que jamais. Comme dans toutes les guerres, les alliances sont essentielles dans la stratégie. C'est ainsi que les troupes du duc de Norfolk sont attendues en renfort des Yorkistes et sont censées arriver dans la journée par la route de Ferrybridge. Les Lancastres vont attaquer en premier, avec les archers qui vont tirer un nombre de flèches considérable, avec une visibilité plutôt nulle à cause de la neige. Raté, cette salve de flèches s'avère juste inutile. Plutôt malin, Lord Fauconberg, qui gère les archers d'Édouard, ordonne la récupération des flèches ennemies. Ces flèches sont alors renvoyées aux Lancastres, empêchant pendant un temps l'avancée des soldats. Aux yeux de la cavalerie Lancastre planquée au Castle Wood Hill, c'est le moment idéal pour attaquer les Yorkistes. Les corps sont alors empilés dans les 2 camps pour empêcher les avancées des combattants. Déjà, à ce moment-là, certains dirigeants Lancastre sont morts. C'est alors qu'arrivent dans l'après-midi les soldats du duc de Norfolk afin de continuer le bain de sang. À ce moment, certains Lancastres essayent de fuir le champ de combat car leurs hommes forts ont été tués. Le combat dure depuis des heures et les fugitifs sont tués par leur propre armée, ou bien évidemment par les Yorkistes, dont une petite part est à ce moment-là à cheval. Et ce détail aura une importance par la suite. Il y a tellement de corps qu'ils servent alors de pont sur la rivière Cock. Au terme de ce combat, les nobles tués du côté Lancastre sont renvoyés à York pour que leurs dépouilles soient inhumées. Le soldat lambda est soit laissé sur le champ de bataille, soit laissé dans une tombe commune comme nous allons le voir dans l'analyse archéo-anthropologique. 1996 est une année qui va signer un rebondissement dans l'affaire du site, puisque cette année-là, la découverte d'une tombe commune composée de 39 individus vient apporter des éléments intéressants pour comprendre la bataille. Les analyses ostéologiques des corps permettent de connaître l'âge des hommes qui se situe entre 16 et 50 ans au moment de la mort, d'après les analyses dentaires, et présentent des blessures importantes et mortelles. On a donc là un panel de soldats jeunes et de soldats plus âgés. Pour les guerriers plus âgés, les blessures osseuses cicatrisées provenant très certainement d'autres combats ont été observées, ce qui faisait d'eux des vétérans au moment de la bataille de Towton et donc des hommes expérimentés.
La tombe a permis d'avoir des corps bien conservés, non pas au niveau des tissus mous, mais au niveau de certains os, comme la présence d'os hyoïdes pour plusieurs individus. Ce petit os est très important et est situé au-dessus du larynx et il permet entre autres de déglutir mais n'est pas relié à d'autres os du corps. Un petit os qui peut facilement être manquant lors de fouilles archéologiques et qui est toujours très intéressant. Les hommes retrouvés dans la tombe ont été placés tête bêche et devaient avoir une bonne santé ainsi qu'une certaine stature. Les deux plus grands de la tombe mesuraient 1,75 m et présentaient des blessures anciennes au niveau du crâne, ce qui peut faire penser qu'ils étaient déjà expérimentés au moment de la bataille de Towton. De plus, ils avaient des déformations de l'humérus, ce qui induit une utilisation sur la durée d'un équipement lourd ayant modifié également les articulations de l'épaule. On retrouve chez un certain nombre d'individus des éléments osseux anormaux, comme par exemple certains cas de spina bifida, mais aussi, pour certains, un déficit en vitamine C et D visible sur les os. L'analyse des dents permet de comprendre que ces soldats négligeaient leur hygiène bucco-dentaire et on relève un nombre de dents cassées antérieures au combat assez important. 9 individus dans la tombe présentent un traumatisme crânien antérieur au combat. Néanmoins, 27 individus présentent des blessures au crâne faites à Towton, avec une majorité des hommes ayant au moins 6 blessures, 9 ayant plus de 10 blessures et enfin 2 ayant plus de 10 blessures, ce qui est énorme. On a alors un ensemble de coups profonds mais aussi superficiels selon les individus. 25% des individus présentent une blessure importante périmortem profonde et donc mortelle, endommageant fortement le crâne, ce qui donne lieu à des visions impressionnantes. En regardant l'ensemble des corps, on se rend compte que la majorité des impacts ont été faits au niveau du front et au niveau de l'arrière du crâne, ce qui fait que la tête était donc le premier élément à atteindre lors du combat, et ce, sans grand étonnement. Étudier ce charnier a été l'occasion pour les chercheurs d'en savoir plus sur ce combat important de la guerre des Deux Roses. Les blessures montrent une certaine forme d'acharnement dans la mise à mort, ce qui tranche avec l'idée des codes de la chevalerie que l'on a en tête pour la période médiévale. Ces études permettent donc d'imaginer la scène, de faire des hypothèses sur les équipements par exemple. La bataille permet à Édouard IV d'asseoir sa position de chef et par la suite il sera couronné roi d'Angleterre le 28 juin 1461. Nos deux protagonistes finiront par mourir pendant ce conflit. Henri VI, dernier résistant vivant de pouvoir de la maison Lancastre, a probablement été assassiné en 1471 sur ordre d'Édouard IV, qui à ce moment-là avait Marguerite d'Anjou en captive. Marguerite meurt en Anjou en 1482, exilée dans un manoir. Quant à Édouard IV, il meurt en 1483 de maladie ou d'empoisonnement. Encore une fois, les causes de la mort ne sont pas définies. Bien que les clés du royaume revenaient à son trop jeune fils, c'est son frère qui prendra la succession. La fin de la guerre arrive en 1485 avec la mort au combat de Richard III, dernier de la maison d'York face aux armées d'Henri VII. La découverte de son corps avait déchaîné de nombreuses passions ces dernières années. C'est alors qu'Henri VII arrive au trône et donne naissance à la dynastie des Tudors et choisit comme symbole la rose Tudors, rassemblant donc la rose des Lancastre et la rose d'York. Si l'histoire des Tudors par la suite ne vous est pas inconnue, c'est en particulier grâce à l'engouement toujours très présent à propos de cette dynastie et en particulier avec la vie de Henri VIII, fils d'Henri VII, et célèbre pour ses mariages à répétition, pour les décapitations de 2 de ses femmes et surtout pour la réforme qui sépara définitivement l'Angleterre du pouvoir papal de Rome. Sa fille Élisabeth Ier marquera également les esprits de par son règne. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu puisque moi je me suis vraiment régalée à la faire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo archéologique, donc c'était vraiment le moment. Alors, pour faire cette vidéo, je me suis basée donc évidemment sur des articles et sur des colloques ou des conférences que j'ai regardées sur internet. Donc le tout en anglais évidemment puisque c'est un site qui se trouve en Angleterre. Et surtout, je me suis basée en fait sur 2 ouvrages qui me semblent fondamentaux et qui vous intéresseront peut-être. Donc 2 ouvrages que j'ai pu financer grâce à vos dons sur Utip, donc vraiment un grand merci. Alors le premier c'est Blood Red Roses, donc c'est le catalogue, enfin c'est le livre de référence en fait pour le site de Towton.
où on retrouve dedans toutes les études, donc qu'elles soient osseuses, qu'elles soient au niveau des objets qui ont été retrouvés. Donc vraiment tout est expliqué là-dedans. Donc il est quand même assez, voilà, il est assez épais, mais enfin vraiment il est extrêmement complet. Donc ce livre, si le cas vous intéresse, eh bien je vous le recommande. Il est en anglais, il est technique. Voilà, c'est à savoir avant de l'acheter quand même, c'est pour des personnes qui quand même connaissent un peu le domaine. Voilà, ça je préfère vous prévenir avant que vous dépensiez du coup de l'argent pour ce livre, on ne sait jamais. Et ensuite le second livre en fait c'est The Archaeology of Disease. Donc ça c'est un livre que j'ai reçu assez récemment et qui du coup m'a permis de compléter mon texte de vidéo. Alors celui-là aussi, toujours payé avec Utip, donc vraiment ça m'a servi puisque comme vous avez pu le voir, certains corps avaient des pathologies osseuses. Donc moi voilà, cet ouvrage-là m'a permis d'approfondir quelques petites choses et évidemment me servira l'année prochaine pour des nouvelles vidéos. Ça c'est un basique à avoir, je pense, quand on étudie un petit peu les os et les squelettes. Voilà pour ces éléments. Je vous remercie de votre présence, vous êtes toujours aussi cool, de plus en plus nombreux, donc je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.